Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la façon dont je pratique le MDR. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette technique, juste vous expliquer la façon dont je vois les choses et donc concrètement au quotidien, comment ça se passe pour moi au cabinet et en institution. J'ai vraiment à cœur de pouvoir développer cette activité et surtout de pouvoir continuer de me former parce que comme vous allez le voir, on ne se forme pas en EMDR aussi rapidement que ce qu'on imagine et surtout c'est une formation sur le long terme avec beaucoup de formations justement qui vont vous permettre de vous spécialiser et aussi des formations qui vont être là pour venir ouvrir le champ des possibles de cette superbe pratique. Le MDR, c'est une psychothérapie intégrative, c'est-à-dire que ça va venir emprunter à plusieurs courants certains concepts et certains outils. J'ai vraiment eu à cœur de me former à cette technique justement, principalement parce que c'était très intégratif, à savoir que ça va venir vraiment au niveau de l'aspect psychocorporel ancrer quelque chose de très positif chez le patient, notamment tout ce qui va être respiration, pleine conscience et puis également l'hypnose, parce que je vous rappelle que le MDR est très proche de l'hypnose et inversement, et puis aussi parce qu'on retrouve le principe des associations libres qui me sont très chères et qui sont évidemment quelque chose de très important dans la psychanalyse, et puis on a l'aspect très protocolisé des TCC qui sont aussi intéressants, et c'est surtout que cette technique est recommandée pour tout ce qui est stress post-traumatique, donc vraiment dans la grosse catégorie et dans le domaine des psychotraumas, on est en plein dedans. C'est l'une de mes spécialités et donc j'avais à cœur d'avoir un outil concret et puis aussi parce que, qu'on se le dit, je me sentais pas très outillée en sortant de mon Master 2 d'orientation psychanalytique. J'avais besoin de choses un peu plus concrètes et c'est surtout que j'avais moi-même eu l'occasion de faire un petit peu de MDR évidemment à titre personnel et aussi j'avais découvert cette pratique pendant mon stage de Master 2 et ça m'avait ouvert un champ des possibles juste incroyable. Donc j'ai eu à cœur au début, sans trop savoir ce que c'était, ni connaître les tenants et les aboutissants de cette technique, de m'y former. Et puis du coup, dès les premiers temps de ma formation et surtout quand j'ai commencé à expérimenter sur le terrain, je me suis rendu compte que c'était vraiment une super technique. On reviendra sur cette notion de résultat, d'efficacité. Il y a pas mal de critiques, un petit peu plus actuelles, parce qu'au début, il y avait beaucoup de littérature sur l'efficacité. Maintenant, il y a de plus en plus justement de littérature sur le fait que ça serait un petit peu moins efficace que ce qu'on imaginerait. Donc je vous donnerai en fin de cette vidéo mon point de vue à ce sujet et surtout, de façon très pratique, qu'est-ce que je repère sur le terrain. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, comme je vous l'ai dit, de comment ça fonctionne, puisqu'on sait que ça fonctionne, mais on ne sait pas trop comment ça marche, le MDR, bien qu'heureusement, on ait quand même de plus en plus d'études qui montrent vraiment que ce serait une meilleure connexion entre hémisphère droit et hémisphère gauche, et surtout, finalement, si on reprend le modèle TAI, c'est-à-dire le traitement adaptatif de l'information, on se rend compte que c'est vraiment finalement une digestion de l'information. Moi, je l'explique ainsi aux patients, c'est comme si globalement, il y avait une indigestion d'informations, notamment émotionnelles et au niveau des sensations dans le corps, et que par les stimulations oculaires, mais aussi par les stimulations tactiles qu'on appelle le tapping et aussi les stimulations auditives, on va pouvoir du coup permettre une meilleure digestion de cette information. Souvent, j'utilise majoritairement les stimulations oculaires. Je vous présenterai d'ailleurs dans cette vidéo le matériel que j'utilise, mais j'utilise aussi majoritairement le tapping. Par contre, je n'ai jamais utilisé les stimulations bilatérales alternées auditives, tout simplement parce que, un, j'ai pas le matériel, et deux, pour le moment, je n'ai pas eu à le proposer aux patients qui pouvaient s'accommoder soit des stimulations visuelles, soit des stimulations tactiles. Pas mal de choses à dire, notamment sur le matériel à utiliser, mais aussi sur ce qui peut être le plus efficace, ou en tout cas le plus pratique pour le patient et aussi pour le thérapeute, parce que vous imaginez bien que passer toute une journée entière à faire ça, ça fait un petit peu mal à l'épaule. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai choisi de me former parce que je me sentais pas assez outillée, notamment pour tout ce qui était prise en charge des psychotraumas, ma spécialité étant l'accompagnement des douleurs et des maladies chroniques. Vous vous doutez bien qu'il y avait quand même besoin de pratiques psychocorporelles, et c'est donc très naturellement que je me suis tournée vers le MDR, qui était donc indiqué dans la prise en charge des psychotraumas, et aussi parce que j'avais pressenti qu'il y avait vraiment cet aspect corporel qui était pris en compte, et ça me tenait particulièrement à cœur. Alors je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue que ça soit pas autant abordé que ça dans les formations. On voit très rapidement les exercices de stabilisation qui sont donc des outils
pour permettre aux patients déjà de devenir autonomes dans sa prise en charge, parce que c'est super important d'avoir une boîte à outils à dispo dans lequel venir piocher de temps en temps et de se dire ok, là je suis stressée, je peux faire de la cohérence cardiaque, ou là j'ai plutôt envie d'un exercice d'auto-hypnose, etc. Je trouve ça très ludique, vraiment dans cette optique d'éducation thérapeutique du patient, de pouvoir proposer ça. Mais donc du coup j'ai trouvé que dans les formations c'était un petit peu passé rapidement et qu'on se centrait beaucoup sur justement la technique, à savoir comment est-ce qu'on fait des belles stimulations, comment est-ce qu'on relance, comment est-ce qu'on suit à la lettre le protocole. Donc c'est peut-être une petite critique que j'ai à faire, mais en même temps c'est aussi très important de former des bons techniciens, cliniciens, et puis finalement après libre à chacun de venir se former par la littérature, avec les échanges avec d'autres professionnels, et puis aussi de participer à d'autres formations qui sont beaucoup plus pratiques et qui permettent aussi d'adapter les protocoles, parce que on nous enseigne finalement dans les différentes écoles, dans les différents instituts, et puis on va y revenir aussi là-dessus, finalement le protocole de base qui permet du coup de gérer les stress post-traumatiques, mais finalement si on a, on va dire, un spectre de compréhension des troubles pour lequel le patient vient sous l'aspect des traumas, tout peut être finalement à l'origine un traumatisme. Imaginons si on prend les addictions, si on prend les troubles alimentaires, on peut imaginer que ce qui a permis malheureusement aux patients de mettre ça en place est un traumatisme à l'origine. Et on va avoir à cœur du coup de s'intéresser précisément à cet événement, au souvenir source, qui va être notre cible principale pour leur traitement de cette information qui est bloquée. Par conséquent, globalement, à la fin de la formation, on voit très rapidement les protocoles. Moi, j'ai été très frustrée, évidemment, de ne pas pouvoir trop creuser la question des douleurs chroniques. Il y a des protocoles qui sont proposés, évidemment, des formations sous forme de masterclass, de supervision, etc. Mais c'est vrai que dans la formation dite de base, on survole les protocoles, on les voit un petit peu plus dans le niveau 2, puisque je vous rappelle qu'il y a un niveau 1 et un niveau 2 en EMDR, surtout pour les écoles qui sont officielles. Là aussi on va y revenir, parce que je peux vous dire que c'est pas parce qu'on a pignon sur rue qu'on est les meilleures écoles, mais c'est super important de bien vous former. Une question qui m'a beaucoup été posée aussi, c'est où je peux me former à l'EMDR. Alors c'est très important déjà d'orienter son choix vers les 4 instituts qui sont recommandés et qui sont surtout certifiés pour obtenir le titre de praticien EMDR Europe. Il n'y a pas 36 milliards d'écoles qui proposent ça, il y a donc 2 écoles, un institut et un DU. Peu importe finalement lequel vous choisissez, c'est vraiment important que vous puissiez, en fonction de vous, ce qui est le plus pratique. Il y a pas mal d'enseignements à distance au vu des conditions sanitaires actuelles, mais ça peut être intéressant en fonction des dates qui sont proposées, et puis aussi des profs, parce que si vous avez eu un match en lisant par exemple un bouquin d'un formateur, ou si vous avez eu l'occasion par le bouche à oreille de pouvoir entendre des bons, je dirais, retours sur l'un des formateurs, n'hésitez pas, faites confiance aussi. Et puis l'objectif surtout, c'est que vous n'alliez pas, et là j'insiste bien là-dessus, parce qu'on trouve pléthore malheureusement de formations. Il y a beaucoup de dérivés de l'EMDR qui sont pas du tout officiels. On retrouve beaucoup de choses où en fait on va venir emprunter, faire comme un peu un puzzle de plusieurs techniques pour vous dire que ça permet de libérer émotionnellement le sujet oui, des difficultés qu'il peut traverser, même des traumatismes. Attention, avec les traumatismes, on rigole pas du tout. Donc vous avez 4 instituts, en tout cas 2 écoles, un institut et un DU officiel. Je vous mets le lien en description d'ailleurs, puisque c'est Europe EMDR qui vous permet du coup de bien choisir l'institut qui vous correspond, avec les dates, avec les sites, les formateurs, etc. C'est de l'aspect purement pratico-pratique que je vous donne là, mais s'il vous plaît, faites vraiment attention. Il y a beaucoup de dérivés de l'EMDR qui sont super intéressants, on retrouve la rythmo, on trouve l'EFT, etc. Mais c'est aussi différent, et surtout, il y a des très bonnes écoles en EFT, des très bonnes écoles en rythmo, mais c'est pas pareil en fait, donc il faut pas mélanger et il faut pas vous faire croire que vous allez être praticien EMDR à la sortie de ces écoles-là, c'est complètement faux. Je vous rappelle malheureusement que seul le titre de psychothérapeute et psychologue est protégé, donc vous devez avoir fait 500 heures de stage, un bac plus 5 en psychologie, etc. Ça c'est vraiment encadré. Par contre, tout ce qui est psychothérapie, c'est pas du tout encadré. Donc n'importe qui peut mettre sa petite plaque dans la rue avec le fait qu'il est praticien psychothérapie EMDR par exemple. J'ai vu l'autre fois dans Paris un maître praticien en digestion traumatique. Donc faites très attention à là où vous formez. Déjà aussi pour l'image que vous renvoyez, on ne se forme pas à la prise en charge des psychotraumas et encore moins à l'EMDR en 2 jours dans une formation que vous allez trouver sur le premier site sponsorisé sur internet. Faites vraiment gaffe, s'il vous plaît, renseignez-vous bien, prenez des retours d'expérience, voyez aussi les personnes qui se sont formées dans ces instituts, les retours qu'elles peuvent vous faire. Et puis aussi, c'est très important, au-delà de la formation que vous allez choisir,
continuez de lire, continuez de rencontrer des professionnels formés à l'EMDR, soyez supervisés, créez des groupes d'intervision pour pouvoir toujours continuer d'échanger, de débattre avec des collègues. C'est super important, vraiment j'insiste, parce que quand on touche au psychotrauma, on ne peut pas se permettre de bricoler, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, donc faites vraiment attention pour vous et évidemment pour les personnes que vous accompagnez. On m'a beaucoup parlé de l'argent, c'est-à-dire de combien ça coûtait de se former, et finalement on s'est rendu compte avec pas mal de collègues qui se sont formés en même temps que moi, donc il y a quelques années, effectivement que c'est une formation qui est coûteuse. C'est onéreux parce que finalement il y a plusieurs niveaux et il y a les supervisions qui se rajoutent à ça, et puis il y a aussi, comme je vous l'ai dit, des masterclass, des options pour se spécialiser, etc. Donc mine de rien, ça commence à faire. N'empêche que c'est pas forcément plus cher qu'un DU que vous allez faire sur plusieurs années ou que d'autres formations privées, par exemple en hypnose ou en rythmo ou même en EFT, où pour le coup tout le monde a flairé le bon filon et les instituts privés se permettent de gonfler largement les prix. Sachez que, évidemment, vous pouvez vous faire rembourser cette formation quand vous êtes professionnel en libéral, notamment par la FIFPL. Moi, je n'ai pas déboursé un centime pour cette formation, j'ai dû avancer l'argent et une fois que j'avais fait la formation avec les justificatifs de présence, le programme détaillé, etc., j'ai pu monter mon dossier et je me suis fait rembourser quelques mois après. Donc effectivement, il faut avancer les sous, donc il faut avoir peut-être une trésorerie suffisamment en forme pour pouvoir avancer, on va dire, un petit pactole. N'empêche que vous allez rapidement être finalement remboursé et en même temps que vous allez attendre le remboursement, vous allez pouvoir commencer à pratiquer le MDR et donc du coup pouvoir commencer à rembourser ce que vous avez pu mettre dans cette formation par du coup le paiement des patients en libéral. En institution, c'est comme pour chaque formation, il faut faire une demande auprès de votre hiérarchie. N'oubliez pas surtout de mettre en avant les textes, c'est-à-dire de mettre en avant les recommandations de la HAS concernant les stress post-traumatiques. Il y a aussi tout un tas de protocoles qui sont particulièrement valorisés, même par les ARS en région, et puis aussi il y a beaucoup de littérature sur laquelle vous pouvez vous appuyer, énormément d'études. N'hésitez pas à aller notamment sur le site de l'Institut français EMDR, c'est là où je me suis formée, donc je le recommande à 100%, j'ai fait mon niveau 1, mon niveau 2, toutes mes supervisions avec eux et je suis en train de préparer l'accréditation qui est du coup la dernière étape pour avoir le titre de praticien EMDR Europe. Je ne suis pas forcément à la recherche de ce titre-là puisqu'on peut largement, déjà dès le niveau 1, pratiquer pour des traumas simples, pour les traumas beaucoup plus complexes, quand on parle de l'infantile, du sexuel, etc. Là pour le coup c'est très important d'avoir validé son niveau 2 avant de se lancer. Il n'empêche que vous pouvez tout à fait pratiquer sans être praticien EMDR. Mais moi j'ai envie d'aller au bout du coup de cette accréditation-là pour effectivement me valoriser le travail que je mets en place au quotidien avec les patients et puis aussi pour figurer sur l'annuaire EMDR Europe qui est quand même gage de qualité et qui permet aussi de trouver du coup différents professionnels. J'ai oublié de le préciser, mais donc il y a plusieurs niveaux et surtout il y a différents niveaux en fonction de la population vers laquelle vous vous formez. On distingue du coup les adultes des enfants. Moi pour le coup je suis formée en EMDR adulte, j'ai énormément lu et j'ai aussi fait des petites formations concernant le MDR enfant, mais j'ai à cœur de pouvoir développer ça un petit peu plus tard, surtout en lien du coup avec les douleurs chroniques et les maladies auto-immunes notamment. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, j'ai tendance à m'égarer parce que comme vous le sentez, c'est une passion pour moi le MDR, donc j'ai tendance à beaucoup en parler. Et si vous avez des questions, parce que cette vidéo c'est vraiment très spontané, vous savez, je prépare pas, c'est pas scripté, etc. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Si vous êtes timide, venez me voir en message privé. Si par contre vous avez envie et que vous pensez que cette question peut profiter au plus grand nombre, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires de cette vidéo. Donc du coup il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs façons aussi de se spécialiser et c'est surtout que n'hésitez pas à contacter par email les formateurs, ils sont hyper disponibles, en tout cas à l'IFEMDR, super bien formés, adorables, donc voilà, n'hésitez vraiment pas, c'est hyper important, surtout si vous avez des questions, n'allez pas vous former avec la boule au ventre, très clairement. Et puis c'est surtout qu'au niveau des remboursements, si on revient au sujet de la question précédente, c'est important aussi que vous preniez le temps du coup de bosser votre dossier pour justement pouvoir le présenter à votre hiérarchie. Il ne suffit pas de dire ouais j'ai envie de me former à l'EMDR, merci de me financer, ça coûte tant. C'est pas du tout comme ça, il faut leur montrer qu'est-ce que ça va leur apporter de pouvoir former le psychologue à de l'EMDR. Et c'est vraiment hyper important, donc prenez le temps de lire, de vous renseigner pour obtenir du coup un financement. Idem, vous pouvez aussi vous faire financer par Pôle emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi, en leur expliquant, en vraiment mettant en avant le fait que ça va être un plus dans votre CV pour vous faire embaucher en institution, et même pourquoi pas si vous avez envie de créer votre activité en libéral, ça peut être un superbe outil, parce que vraiment on va apprendre plein de choses, des techniques psychocorporelles de stabilisation, des protocoles, et puis évidemment une technique pour gérer les traumatismes. Il existe
plein d'autres choses qu'on peut proposer pour le traitement des psychotraumas. Il n'y a pas que le MDR, même si c'est recommandé. Il y a l'hypnose, il y a aussi plein d'autres outils purement psychologiques, ne serait-ce qu'un entretien, ne serait-ce que du débriefing, ne serait-ce que de venir pouvoir verbaliser aussi quand c'est possible, évidemment, parce que des fois on peut pas, on n'a pas les mots et c'est trop difficile, de venir vraiment travailler, élaborer autour de ce traumatisme. Ça permet aussi de déposer ça dans l'espace thérapeutique et de pas repartir avec quand on sort du cabinet. Donc il y a plein de choses, ne paniquez pas, on peut être évidemment hyper cohérent dans sa pratique, hyper pertinent, sans être formé à l'EMDR, bien qu'évidemment ça me semble un outil important à avoir. Il n'empêche que si vous n'avez pas envie, vous pouvez très bien accompagner quand même les psychotraumas, qu'on soit clair là-dessus. Je ne vous force pas à vous former à l'EMDR, c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé, donc à titre personnel et puis aussi à titre professionnel, pour développer ma pratique et puis aussi avoir quelque chose qui me plaisait. C'est vraiment ultra passionnant. Mais en tout cas, je ne fais pas que ça toute la journée au cabinet, et heureusement. Et puis c'est surtout que au début, les stimulations donc du coup oculaires, visuelles, je les faisais avec mes petits bras. Et je peux vous dire que quand on fait plusieurs séances de MDR dans une journée, déjà psychiquement c'est prenant, mais alors en plus, si on fait ça toute la journée, mon Dieu, je peux vous dire que j'en ai eu des tendinites. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir du matériel que je vais vous présenter tout de suite dans une petite vidéo que j'ai tournée avant là ce que je suis en train de vous proposer. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur le matériel. Je vous laisse tout de suite avec du coup la vidéo explicative et n'hésitez pas à passer si le matériel ne vous intéresse pas. Vous pouvez directement vous rendre au timer code pour passer du coup ces petites explications. Donc au niveau du matériel que j'utilise, comme vous pouvez le voir, ça a été livré dans une super housse. Alors évidemment quand vous le recevez c'est emballé et évidemment largement plus protégé. Mais la housse est de très grande qualité parce que j'ai pas mal trimballé ce matériel et je peux vous dire que ça a toujours résisté. Donc c'est en aluminium, particulièrement léger et robuste, et c'est surtout que comme ça vous pouvez trimballer le matériel un petit peu partout dans une housse résistante, notamment par exemple si vous intervenez à domicile, c'est très pratique, et puis aussi par exemple à l'hôpital ou même en EHPAD si vous changez de chambre en chambre et que vous avez besoin de trimballer ce matériel. Alors évidemment donc c'est livré avec plusieurs chargeurs et notamment ce que j'affectionne tout particulièrement c'est la petite batterie externe. Donc je vais vous présenter tout ça pour que vous voyez vraiment à quel point c'est hyper facile d'utilisation. Alors évidemment, c'est à manier quand même avec précaution. Il y a un SAV de très grande qualité, mais attention aux mauvaises manipulations qui pourraient du coup engendrer la casse du matériel. Vous avez toujours, et ça c'est ce qui me semble le plus important, la petite molette juste ici à abaisser pour pouvoir régler dans de bonnes conditions du coup le matériel. Et je trouve ça vraiment super pratique pour effectivement pouvoir régler. Imaginons que là la barre elle soit de travers. Vous avez toujours à utiliser cette petite molette pour du coup permettre une bonne utilisation. Je vous invite à toujours poser sur un support plat. Là, effectivement, pour les moyens du bord et un tournage de meilleure qualité, j'espère, j'ai posé ça sur mon canapé. Vous avez ensuite, évidemment, à régler le trépied. Donc, c'est une simple vis. C'est très pratique et c'est surtout que, encore une fois, au niveau de la durée d'installation et de désinstallation, on perd absolument pas de temps. Et Dieu sait que le temps est précieux pour les psychologues et au moins, on galère pas à enlever, défaire, à remettre, etc. Et c'est surtout que c'est très résistant. Donc, voilà, à nouveau, mon chat vient de valider tout ça. C'est mon petit service vérification, mon petit service technique. Vous aviez pu d'ailleurs voir notamment sur Instagram qu'elle avait fait tomber le matériel et qu'il n'en est ressorti absolument pas cassé. Et j'ai été vraiment surprise parce que Mademoiselle Pandore avait fait des sacrées bêtises. Vous avez ensuite le fameux petit boîtier qui va permettre de régler pas mal de choses, mais ça je vous en reparle juste après. Évidemment, ça c'est ce que je privilégie le plus, la petite batterie externe. Alors évidemment, il y a d'autres façons de faire, mais c'est ce qui me semble le plus pratique. Et puis ça peut vous servir pour plein d'autres choses également. Bien, donc voilà ce que ça donne une fois que c'est monté. À nouveau, j'insiste sur le fait que je trouve ça plutôt design. Vous avez toujours la possibilité, juste ici, de régler à nouveau en venant décocher la petite molette, ce qui vous permet évidemment de faire des stimulations en diagonale qui peuvent aussi être particulièrement pertinentes quand à un moment donné il y a une information à retraiter qui semble bloquée. Et puis vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser pour ranger le matériel. Et de toute façon, pour le démonter, c'est exactement les étapes que je viens de vous montrer, avec du coup le sens inverse. Donc à nouveau, encore une fois, il faut manier délicatement le matériel, mais je trouve ça vraiment pertinent et surtout très ergonomique. Ensuite, vous avez, et c'est là que ça va devenir extrêmement intéressant, ce petit boîtier, du coup juste ici, vous allez pouvoir brancher, du coup ça va être directement relié à la machine, et ensuite vous allez avoir du coup
la petite batterie externe que vous allez connecter juste ici. Et une fois que c'est connecté, la magie opère, donc c'est là que ça devient vraiment particulièrement intéressant. Je vais rapprocher le petit boîtier pour que vous puissiez bien voir. Vous avez ici finalement plusieurs choses qui sont particulièrement pertinentes et qui s'insèrent directement dans le protocole EMDR. Vous avez la possibilité ici de changer la couleur de la lumière. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ça demande un choix au niveau du patient que vous accompagnez, mais ça leur laisse le choix et je trouve ça plutôt intéressant. Il peut y avoir une couleur qui est plus sensible qu'une autre. On va rester sur le blanc et ensuite vous pouvez régler l'intensité lumineuse, ce qui est particulièrement pertinent en fonction de la luminosité qu'il y a dans votre cabinet. Moi, je l'ai remarqué, on peut tous avoir une sensibilité différente en début ou fin de journée, avec une fatigue oculaire qui peut s'installer. Donc le but, c'est que ça reste quand même quelque chose de confortable pour la personne que vous accompagnez. Ensuite ici, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Vous pouvez régler du coup la vitesse de la stimulation et ensuite juste ici, vous la lancez. Donc là, du coup, ça démarre et on fait effectivement un temps du coup de 30 secondes. Alors 30 secondes, c'est vraiment le temps qui est nécessaire pour que le travail de digestion émotionnelle puisse commencer à s'opérer. Je vous renvoie notamment à tous les travaux qui ont pu être faits sur la durée des stimulations qui semblaient être les plus pertinentes. Vous lancez du coup ça et à un moment donné, vous allez pouvoir remarquer juste ici que les secondes qui s'écoulent vont changer un petit peu de couleur, ce qui peut vous indiquer en un clin d'œil que du coup vous avez dépassé les 30 secondes et progressivement la luminosité va ralentir, voilà, pour s'arrêter au centre quand vous mettez en pause. Donc je trouve ça très pertinent et de mémoire, je n'ai pas remarqué ça sur les autres dispositifs qui pouvaient nous amener du coup à accompagner les personnes avec ce type de matériel. Donc je trouve ça à nouveau super cool. Enfin franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je trouve ça hyper intuitif. C'est très simple d'utilisation, ça ne demande pas de passer des heures dans un manuel à comprendre comment ça fonctionne et je pense que c'est vraiment ce que les psys peuvent rechercher, de ne pas perdre de temps et d'avoir un matériel de grande qualité. Alors effectivement, il peut manquer peut-être les stimulations auditives et les stimulations tactiles, mais je vous rappelle que vous pouvez tout à fait proposer du tapping à vos patients en leur proposant de se tapoter sur du coup les genoux ou de faire le fameux tapping papillon, de se tapoter en croisant les bras sur les épaules. Et puis rien ne vous empêche aussi d'associer du coup les stimulations visuelles avec le tapping. J'ai déjà testé ça à plusieurs reprises et c'est particulièrement pertinent. Le démontage est aussi facile que le montage. Je vous invite à contacter la société Solokay si vous avez des questions. Il ne faut vraiment pas hésiter, c'est une équipe aussi bienveillante que professionnelle et surtout leurs valeurs peuvent trouver écho aux miennes. Et je trouve ça vraiment très pertinent de faire travailler une boîte française qui peut avoir des valeurs évidemment super fortes et ça trouve écho à beaucoup de choses. Je n'ai pas précisé du coup que ce matériel s'appelait le Light Pass en référence du coup au chemin de lumière, donc évidemment la lumière que le patient est invité à suivre du regard, mais le plus important et le plus intéressant dans ce nom-là, c'est vraiment cette notion de cheminement, de traversée, et je trouve que ça prend sens au niveau de la fonction du thérapeute EMDR qui est là pour accompagner la personne, le sujet, dans la traversée d'une difficulté. Autre point qui me semblait très important d'aborder avec vous dans cette vidéo, qui manque peut-être un petit peu de structure, je suis désolée, je fais au mieux, mais voilà, c'est la reprise pour moi des vidéos, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'avais envie de quelque chose d'assez fluide, sans prise de tête, parce que comme je vous l'ai dit, YouTube pour moi ça reste très détente. En tout cas, la question qui est pas mal revenue dans les échanges que je peux avoir avec vous, c'est est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai de bons résultats? Alors la réponse, c'est un oui. Voilà, vous savez, je suis normande d'origine, donc c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Je ne viens pas encenser le MDR, c'est-à-dire que oui, évidemment, c'est efficace. Ça, c'est indéniable. Il y a une efficacité sur vraiment l'intensité émotionnelle ressentie et vécue par le patient. C'est-à-dire que spontanément, au bout de 5 à 10 séances quand même, hein, c'est pas baguette magique non plus, on est bien d'accord. Hein. Moi, globalement, au bout de 10 séances, le patient, il va parler beaucoup plus facilement, il va être beaucoup moins submergé, il va moins avoir des flashs, des réviviscences, etc. Donc ça permet vraiment d'apaiser. Après, c'est peut-être aussi parce que je manque de pratique, c'est peut-être aussi parce que je ne suis pas allée plus en profondeur dans des formations de spécialisation, etc. Il n'empêche que je trouve que c'est pas ce qui permet de prendre en charge totalement tous les psychotraumas. Alors ce n'est que mon avis, évidemment, je ne m'appuie que sur mon ressenti, que sur ma clinique. Donc là, je mets un gros disclaimer. Ce que je dis n'est pas du tout validé scientifiquement, hein, c'est juste mon ressenti en tant que clinicienne. Évidemment, c'est efficace. C'est un superbe outil qui est particulièrement pertinent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Il n'empêche que, pour le coup, au niveau de ce que je peux proposer, il y a vraiment l'hypnose qui est sensationnelle à ce niveau-là aussi, bien que, comme je vous l'ai dit, ces deux pratiques soient cousines, voire carrément sœurs. Il y a aussi plein d'autres choses. Moi, je travaille beaucoup sur l'image du corps, et là, pour le coup, je passe vraiment par l'art-thérapie, notamment avec tout ce qui est modelage, de l'argile. C'est vraiment super pertinent. Il y a plein de choses à proposer, donc ne soyez pas bille en tête. Psychotrauma égale EMDR. Certes, psychotrauma égale une personne en souffrance, et c'est en discutant, en échangeant avec l'usager qui vient vous voir, avec votre patient, avec votre client, que vous allez du coup pouvoir savoir ce qui est le mieux avec lui, toujours en construction. On n'est pas là à lui dire « Ok, bingo, je sais ce qui est bon pour toi ». Ça, c'est la catastrophe et vous foncez dans le mur assurément. C'est très important donc aussi de ne pas lui vendre le MDR. Lui, il vient effectivement peut-être avec déjà ses propres représentations. Donc je vous rappelle qu'on travaille avec les croyances et les représentations de la personne, toujours en ajustant pour qu'il n'y ait pas des fausses représentations, une idéalisation aussi, parce que il y a beaucoup les médias qui ont mis en avant le MDR, pareil pour l'hypnose, on a l'impression que c'est one shot, on rentre, on est traumatisé, on ressort de là, youpi tralala, j'ai oublié les attentats, j'ai oublié tout ce que j'ai pu subir de dramatique dans ma vie, enfin non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, et je vous invite vraiment aussi à l'expliquer à la personne qui arrive. Donc le MDR, oui c'est efficace, oui j'ai de bons résultats, mais c'est pas la solution miracle à tout. Mais de toute façon, si vous avez la solution miracle, mettez-la dans les commentaires. Mais heureusement, je crois qu'elle est toujours en co-construction avec la personne qu'on accompagne. Et de toute façon, tous les jours, il y a de la littérature qui sort à ce sujet. Tous les jours, il y a des choses importantes, pertinentes et intéressantes qui ressortent sur les psychotraumas. Donc prenez le temps de lire, prenez le temps de vous renseigner. Et puis évidemment aussi de vous former dûment, parce que c'est super important d'avoir des formations de qualité et surtout de pouvoir se projeter, c'est-à-dire de se dire une fois que j'ai ma formation de MDR, comment je vais la mettre en place, comment je vais appliquer ça, quelle forme ça peut prendre, etc. Et c'est vraiment hyper important, donc je compte sur vous pour effectivement bien vous former et puis aussi pour continuer, une fois que vous avez clé en main, votre niveau 1, votre niveau 2, continuez effectivement de lire, de vous renseigner, finalement d'être curieux et surtout bienveillant avec vous-même, pour être toujours dans cette neutralité bienveillante de l'accueil qui est hyper important en psychothérapie. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est une vidéo assez généraliste. Je suis allée un peu des fois décousue, j'ai fait des ponts, je suis revenue, etc. En même temps, vous commencez à me connaître, c'est comme ça que je fonctionne. Donc n'hésitez pas, vraiment, si vous avez des questions, je reste dispo dans les commentaires et en message privé. Comme d'habitude, comme ça fait longtemps en plus que j'ai pas sorti de vidéo, n'hésitez pas à encourager la chaîne et à remercier mon travail qui, je vous rappelle, est gratuit et qui prend du temps. Donc vous pouvez laisser un petit j'aime, un petit commentaire et surtout vous abonner en activant la cloche des notifications pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. On va parler d'art-thérapie, de méditation et puis aussi de mes 3 ans. Ça y est, je ne suis plus jeune diplômée et il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!